Mesdames, Messieurs, bonjour. Beaucoup de monde. Ce matin, sur les Champs-Élysées, le traditionnel défilé s'est fait sous un ciel magnifique. Et les plus à plaindre dans cette affaire étaient les soldats enfermés dans leurs blindés ou ceux qui ont attendu l'arme au pied le moment de passer devant la tribune officielle. Mais cela, c'est le revers de la médaille. L'autre face étant les applaudissements des spectateurs, des milliers de spectateurs rassemblés sur les trottoirs des Champs-Élysées. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu l'occasion d'assister à la retransmission en direct des Champs-Élysées ce matin, voici quelques images commentées par Stéphane Paoli. Il fait un temps magnifique ce matin sur les Champs-Élysées, envahi par des milliers de Parisiens, de provinciaux et d'étrangers. M. Pompidou a pris place, entouré des membres du gouvernement, dans la tribune officielle. Et comme à l'habitude, ce sont à 10 heures précises les 9 fougas magistères de la patrouille de France qui ouvrent le défilé en traçant dans le ciel les 3 couleurs. Ils sont suivis par des formations impeccables de mirages, de crusaders et d'étendards. Au sol, les groupes de motards de la gendarmerie. Viennent ensuite les blindés avec le 2e régiment de hussards et le 7e de chasseurs. Suivent 50 engins de reconnaissance survolés par des hélicoptères lourds. Armement moderne avec des engins sol-sol montés sur des chars AMX. Les redoutables fusées Hawk et les camions CEO porteurs de fusées à tête nucléaire du type SSBS. Viennent ensuite les troupes, tradition d'abord avec les grandes écoles. Polytechnique en tête, suivi de l'école Saint-Cyr, de l'école navale et de l'école de l'air. Et puis il y a les nouveautés, ce que l'on n'avait jamais encore vu au défilé du 14 juillet, l'école interarmes de sport. Les femmes qui défilent et qui seront très applaudies par Mme Pompidou. Et puis, et cela fait aussi partie de la tradition, c'est la Légion étrangère qui clôturera ce défilé avec en tête les pionniers, avec leur barbe, leur tablier de cuir et la hache sur l'épaule. Monsieur Pompidou remercie le gouverneur militaire de la place de Paris. Le défilé est fini et les Parisiens reprennent possession des Champs-Élysées. L'un des éléments de curiosité de ce 14 juillet 71 était, vous l'avez vu, la présence pour la première fois des éléments féminins des 3 armes. Impression générale, les auxiliaires féminines n'ont pas raté leur entrée, elles ont bien défilé, bien marché au pas. Nous reviendrons sur ce sujet en fin d'édition. En fin de matinée, réception traditionnelle à l'Élysée où le président de la République a reçu ses invités étrangers et aussi les chefs militaires qu'il a félicités une nouvelle fois de la bonne tenue des troupes. Voici d'ailleurs les termes du télégramme adressé par le président de la République au ministre chargé de la Défense nationale. Je vous exprime, mon cher ministre, toute ma satisfaction pour l'excellente présentation des unités à la revue et au défilé du 14 juillet. Je vous demande de transmettre mes vives félicitations aux formations et aux écoles qui ont participé à cette cérémonie. Le message a donc été transmis par M. Debray.
Beaucoup d'anciens combattants au cours de cette réception, voici maintenant le général Massu. On a remarqué également que le président Pompidou s'était adressé aux représentants des auxiliaires féminines et qu'il avait souhaité les revoir l'année prochaine. Il était de tradition aussi qu'une promotion soit publiée dans l'ordre de la Légion d'honneur, le 14 juillet. Dans la liste, j'ai relevé quelques noms. Au grade d'officier, Madame Annie Ducot, sociétaire de la Comédie Française, Monsieur Jean Guiton, de l'Académie Française, et notre confrère Jean Eskenazi, le directeur des services sportifs de François. Et au grade de chevalier, Madame Jacqueline Baudrier, directeur de l'information de la deuxième chaîne de télévision, Jean-Marie Peloux, le chef des services politiques de l'AFP, Yvon Petra, l'ancien champion de tennis, et le comédien Jean de Sailly. Il y en a beaucoup d'autres. En outre, je vous signale la citation à l'ordre de la Nation du professeur agrégé Jean Humbert. Le professeur Humbert, qui était l'un des meilleurs cardiologues français, a trouvé la mort, vous le savez, au cours de la fusillade du palais de Skhirat samedi. Cela nous amène aux événements du Maroc, qui continuent d'être l'un des titres les plus importants de l'actualité aujourd'hui. La dernière nouvelle en date serait, si on en croit la presse égyptienne, l'arrestation de l'ambassadeur de Libye à Rabat, sur l'ordre du général Oufkir, une information qui est d'ailleurs démentie par à Rabat. Hier, vous le savez, les officiers responsables de la tentative du coup d'État ont été passés par les armes dans un camp militaire près de Rabat. Voici les commentaires de Gérard Sebag. Le visage bouffi, les traits ravagés, au bord de la crise de larmes pour la plupart, voici les 10 hommes, les 10 officiers supérieurs rebelles de l'armée marocaine. Ils marchent vers les poteaux d'exécution. Dans quelques instants, ils paieront de leur vie la tentative d'assassinat contre Hassan II, roi du Maroc, descendant du prophète Mohammed. Ce document exceptionnel a été diffusé hier par la télévision marocaine. Le speaker vient de nommer les suppliciés. Attachés au poteau d'exécution, ils vont être dégradés. « 11h15, ils viennent d'être passés par les armes. Autre document, depuis l'attaque de samedi, aucune image n'était parvenue des lieux mêmes de cette attaque, le palais d'été de Skhirat. Hier, le roi Hassan est retourné à l'endroit où il a failli être tué. Il y est retourné en compagnie du roi de Jordanie, Hussein, qui est venu le voir et le féliciter après cette tentative d'assassinat. Le roi Hassan, à ses côtés le roi Hussein de Jordanie, en tenue de combat, toujours le pistolet à la ceinture, donne des explications sur la tuerie du palais de Skhirat. Les convives étaient déjà à table, ont fêté le 42e anniversaire du roi. Les mutins arrivent, tirant de tous côtés. En quelques instants, ce fut un véritable carnage. Bilan officiel, 100 morts, dont 6 Français, 130 blessés. Les élèves officiers de l'école d'Amer Moumou, ivres de rage, s'acharnaient sur les blessés. Le roi Hussein déclare « Ce que j'ai vu au Maroc atteint les limites de l'inhumain. On tire à la mitraillette, au mortier, les mutins jettent des grenades par les cheminées pour tuer le personnel. » Réfugié avec quelques-uns de ses invités, le roi Hassan doit la vie sauve à un heureux concours de circonstances. Sauvé par l'un de ses élèves officiers venus pour le tuer, il réussira à reprendre la situation en main et à sauver son trône. 3 heures qui compteront dans l'histoire du Maroc. Enfin, un troisième document, il est un homme dont le pouvoir s'est affermi depuis l'attaque du palais d'été samedi, c'est le général Oufkir. Il a été chargé par le roi, vous savez, de rétablir l'ordre. Et sa première apparition depuis les événements, sa première apparition en public date d'avant-hier, c'est-à-dire au moment des obsèques des victimes de l'attentat manqué contre le roi Hassan. Ici, le roi Oufkir baisant la main de son souverain. Alors que l'on fusille les rebelles, on fait des obsèques nationales aux victimes et aux soldats loyalistes. Dans la cour du camp militaire Ismaïl, on récite des prières et on rend hommage à ceux qui sont tombés. Présents à cette cérémonie, les 2 hommes forts du Maroc, le général Driss Ben Aoumar, le nouveau chef d'état-major de l'armée marocaine. Le roi lui a confié une lourde tâche, celle de réorganiser une armée qui a perdu les 2 tiers de ses officiers supérieurs. Quant à l'autre homme fort, il s'agit bien sûr du général Oufkir. Lui devra épurer l'armée
Oufkir, en battle dress, coiffé d'une casquette de parachutiste, sans aucune décoration ni indication de grade. Il a été investi de tous les pouvoirs. Une déclaration du roi: 2 hommes sont à mes côtés et jouissent de pouvoir à la mesure de leur confiance, le général Mohamed Oufkir et le général Driss Ben Aoumar. À cela, on peut ajouter que les biens des responsables du putsch manqué ont été confisqués et attribués aux familles des victimes. On peut ajouter aussi une déclaration du roi Hassan à Jean Mauriac, l'envoyé spécial de l'AFP. Il est certain, dit le roi, que ces événements ne sont pas des événements spontanés, ils sont la conséquence d'un certain nombre de conjonctures et aussi d'un certain nombre d'erreurs d'appréciation. Dans cette part d'erreurs figurent les miennes. À l'étranger encore, des nouvelles bagarres hier soir en Irlande et surtout une embuscade dans laquelle un soldat britannique a été abattu. Londres, le syndicat des transports, qui est le plus important syndicat britannique, demande aux députés travaillistes de voter contre l'entrée de l'Angleterre dans le marché commun. En France, à noter la confirmation de l'inculpation prononcée au mois d'avril dernier, au début d'avril, contre les frères Villot, ce qu'on appelle les 3 mousquetaires du textile, puisqu'ils sont 4. Les dirigeants du groupe Agache-Villot sont accusés d'infraction aux lois sur les sociétés et d'abus de biens sociaux. C'est la commission des opérations de bourse qui avait réclamé une enquête pour rechercher dans quelles conditions messieurs Villot s'étaient procuré des capitaux afin de prendre le contrôle de plusieurs sociétés. Cette inculpation n'a rien à voir avec l'affaire de la garantie foncière. Enfin, l'enquête sur l'assassinat des 3 jeunes campeurs français en Angleterre est, semble-t-il, terminée. C'est du moins ce que disent les policiers britanniques. Le meurtrier et l'arme du crime ont été retrouvés. L'homme s'est asphyxié, s'est suicidé en respirant les gaz d'échappement de sa voiture. Pour l'instant, les policiers britanniques, ne donnent pas beaucoup de détails, en particulier sur les mobiles du crime et sur leur raison de penser que l'homme qu'ils viennent de retrouver, l'homme qui s'est suicidé, était bien l'assassin. Le sport maintenant, Patrick Chapuis, le Tour de France. Oui, je proposais d'essayer de faire le point. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la 16e étape, une étape des Pyrénées qui est disputée en 2 temps. Tout d'abord, Luchon-Gourette, 145 km. Et cet après-midi, Gourette-Pau, 72 km. Mais la partie la plus difficile, la voici, c'est évidemment Luchon-Gourette, avec 4 cols à franchir, Persourde, Aspin, le Tourmalet et l'Aubisque. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut partir du pied du Tourmalet. 3 hommes ont attaqué le col ensemble, Eddy Merckx, Van Impe et Zoutmelk. Comme par hasard, ce sont les 3 premiers du classement général. Dans l'ascension, Lucien Van Impe a réussi à prendre 1 minute 10 secondes à Eddy Merckx et Zoutmelk. Et actuellement, dans la descente, Van Impe a 1 minute et 20 secondes d'avance sur Eddy Merckx. C'est insuffisant pour menacer le maillot jaune, puisque vous savez que Eddy Merckx a 2 minutes et 17 secondes d'avance. Mais c'est intéressant parce que ce matin, Eddy Merckx semblait donner quelques signes de faiblesse. Son genou gauche va assez mal. Quelle sera la situation tout à l'heure, après la descente et surtout dans l'Aubisque? Nous le saurons avec notre envoyé spécial Jean-Michel Leuillot. Nous avons rendez-vous avec lui non pas à 13h30, car les coureurs ont quelques retards, mais à 14h sur cette première chaîne. En attendant, je voudrais vous présenter un système assez révolutionnaire. Il s'agit du premier téléski nautique. Un téléski nautique est installé à Port-Barcarès, dans le Languedoc-Roussillon. C'est un système qui permet de faire du ski nautique sans bateau. Premier avantage, plus d'appréhension pour les débutants. Deuxième avantage, une grosse économie, puisque 2 minutes de ski nautique coûtaient jusqu'à présent à peu près 30 francs, alors qu'avec ce système, cela coûte seulement 2 francs. Reportage de notre station de Montpellier. Accroupi, poussez les genoux vers l'avant, les chevilles fléchies, raidissez-vous un petit peu, le haut du corps, regardez droit devant vous. Popularisée il y a un quart de siècle, la pratique du ski nautique s'est développée au point de devenir une des principales attractions de nos plages, les méditerranéennes principalement. Mais voici du nouveau dans ce domaine. Du ski sur neige au ski nautique, il n'y avait qu'une glissade. Du téléski au téléski nautique, une simple adaptation. Réalisée depuis quelques jours à Port-Barcarès, sur la côte du Roussillon, par le Marina Club, dont un des dirigeants, le champion d'Europe de ski nautique Jacques Tillman, nous présente ce premier téléski nautique de France. Cette installation, comme vous venez de le dire, est effectivement la première que nous mettons en France et va nous servir de test pour une implantation plus nombreuse sur beaucoup de plans d'eau en France. Dans son principe, le téléski nautique est très semblable au téléski de neige.
Nous avons un circuit de 1000 mètres matérialisé par un câble aérien qui va servir à faire la traction des skieurs. 5 pylônes répartis sur le plan d'eau soutiennent ce câble. Le câble de traction lui-même est actionné par un moteur de 130 chevaux placé au sommet du pylône de commande. Un peu plus en face du pylône de commande se trouve le ponton de départ sur lesquels les skieurs se placeront pour prendre les départs de leur tour de ski. Eh bien, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on n'est plus tributaire ni du pilote ni du bateau. C'est beaucoup plus intéressant pour les jeunes car le prix est modéré, ce qui permet de s'en servir beaucoup plus souvent. Le prix est j'ose dire, ridiculement bas par rapport à celui qui est pratiqué généralement derrière bateau. C'est le prix maximum est de 2 francs le tour, puisque nous avons un tarif dégressif qui vous permet de prendre des abonnements ou de prendre des cartes et de réduire encore ce prix de 2 francs, ce qui constitue un prix environ 10 fois moins cher que derrière un bateau. Personnellement, j'ai jamais fait de ski nautique, mais je pense qu'on a certainement beaucoup moins d'appréhension que derrière un bateau. Ça doit valoir le coup. Alors vous allez essayer? Oui. Je crois que les avantages de ce téléski sont assez nombreux par rapport au système de traction classique derrière bateau. Le plus important, certainement, est la facilité d'apprentissage pour les débutants grâce au système de la planche de départ. Les skieurs, les débutants, ne partent plus dans l'eau avec tous les problèmes de stabilité que ça posait, mais debout sur une planche donc très fermement soutenue et glissent 3-4 mètres sur cette planche avant de toucher l'eau et je pense qu'il n'y a absolument aucun problème pour un débutant de partir au premier ou au deuxième essai. Et on a tout à fait l'impression de prendre ses skis et de skier librement sans rien devant vous pour vous tirer. Le câble est aérien donc on ne le voit pas. On n'a pas du tout l'impression d'être soumis à un axe de traction comme derrière un bateau. Ça a même d'autres avantages encore, l'absence de pollution des eaux qui est très important actuellement, l'absence de danger pour les baigneurs du fait que la zone est balisée. La sécurité du skieur est assurée par deux mécanismes. Sur le câble aérien, au bout de la corde de traction, se trouve un système de ressort d'une résistance d'une centaine de kilos, de telle sorte que si le skieur tombe et est accroché par sa corde de ski, la corde se libérera du câble aérien et le skieur ne risque pas d'être blessé ou tiré sous l'eau par la corde. À l'autre bout de la corde, le trapèze de traction lui-même a un système de sécurité qui permet le décrochement automatique. Je ne pense pas que ça enlève quoi que ce soit au ski nautique. En tout cas, ça lui conserve son aspect sportif. Je sais que pour beaucoup de gens, le ski nautique a un côté promenade. Et finalement, le principal intérêt est le côté sportif et exercice qui est tout à fait conservé grâce à cet appareil. La corde fait 24 mètres de long. Vous pouvez slalomer, vous pouvez faire des figures. Vous pouvez même sauter si on installe un tremplin à côté du câble. Et il n'y a aucune monotonie, certainement. C'est une idée assez simple, il reste à souhaiter qu'elle se multiplie sur les autres plages de France. Voilà, c'était l'essentiel et nous avons encore largement le temps de revenir sur l'événement, entre guillemets, du défilé du 14 juillet, c'est-à-dire la présence des 180 auxiliaires féminines des armées de terre, de l'air et de la marine. Qu'ont-elles pensé pour ce premier défilé? Comment se sont-elles préparées? C'est ce que Louis Doucet a cherché à savoir en interrogeant celles qu'on appelle les marinettes, les auxiliaires de la marine.
Bonsoir, bon défilé, bonne matinée. Elles sont en France 8000 femmes soldats. 8000 pour la plupart dans l'armée de terre et l'armée de l'air. La marine, elle, n'en compte que 200. Ce sont les marinettes, dont le charmant tricorne rappelle la grande tradition de la mer. Mais on a beau être militaire, on n'en demeure pas moins femme, avec des armes qui ne se mesurent pas en puissance de feu telle qu'on l'entend du moins dans les manuels. Ce défilé ne pouvait évidemment se préparer au féminin comme au masculin. Si pour elle c'était une grande première, c'était aussi une première où une certaine élégance avait son mot à dire. Voilà. Elles sont charmantes, certes, et merci pour cela. Mais merci aussi, mesdemoiselles les marinettes que voici, pour avoir contribué aujourd'hui à effacer des esprits l'image un peu fripée d'un train glaucher encore au cœur de quelques-uns. Il y a, paraît-il, malgré tout, un petit problème entre les trois armes, le chapeau des marinettes étant jugé beaucoup plus élégant que les autres. Cette édition de Télémidi du 14 juillet est maintenant terminée. Bon après-midi. Au revoir.